Did you try to be faithful and honourable to your wife when you took on the vow of marriage? Yes, absolutely. Till it became irretrievably broken down. Il n'était pas prévu que ces lettres soient rendues publiques. Elles étaient manuscrites d'un ton fragile, soigneusement pliées, chacune scellée dans des enveloppes portant seulement la date et les initiales. Des dizaines, des lettres de Diana, princesse de Galles, écrites dans les mois précédant sa mort. C'étaient ses ultimes confessions, ses vérités désespérées et sa dernière tentative de préserver une version d'elle-même à l'abri du scandale de la déformation médiatique ou de la répression royale. Pour ceux qui la connaissèrent le mieux, ces lettres n'étaient pas que du papier. Elles étaient les savoirs, brutes, lucides et indéniablement humaines. Au fil des ans, le public britannique a découvert des fragments de l'univers intime de Diana à travers des interviews, des documentaires et des biographies non autorisées. Mais peu de gens se rendaient compte à quel point elle documentait ses pensées privées par des lettres. Selon des sources proches de la famille Spencer, Diana écrivait abondamment non seulement à ses amis et confidents, mais aussi aux membres de la maison royale. Certaines étaient adressées à ses fils et destinées à être ouvertes lors des anniversaires importants. D'autres étaient des réflexions intimes destinées à être conservées, un témoignage émotionnel de ses difficultés, de ses peurs et de ses espoirs. Nombre de ces lettres étaient conservées dans des archives sécurisées supervisées par une section discrète des archives royales de Clarence House. Leur existence n'était connue que d'un cercle restreint de confiance, un archiviste royal, 2 avocats de la famille Spencer et quelques collaborateurs de haut rang. Jusqu'à ce qu'un soir du printemps dernier, un membre du personnel découvre ce que personne ne s'attendait à voir. Selon un rapport exclusif divulgué pour la première fois à Le Télégraphette, confirmé plus tard par BBC News La Reine, Camilla fut découverte près de l'adresse de Clarence House, seules les manches retroussées tenant une enveloppe au-dessus d'un feu déjà crépitant de cendres et de fumée. La lettre qu'elle tenait n'était pas signée mais portait indéniablement l'écriture de Diana. « À mes chers garçons », commençait-elle écrite à l'encre bleue, comme l'a confirmé un graphologue indépendant. Le gardien. L'employé témoin de l'incident, une archiviste débutante en première année de service, se serait figée sur place. En quelques secondes, Camilla a pris conscience de sa présence. Le silence qui régnait dans la pièce, entre futur et passé trahison et héritage, était paraît-il glaçant. Camilla, sans nommer la lettre, aurait simplement dit « Il vaut mieux oublier certaines choses ». Elle aurait ensuite jeté l'enveloppe au feu. L'incident a déclenché une véritable cascade de chaos silencieux. L'archiviste tenu par le serment et le silence ne se confia qu'à son supérieur direct, qui contacta à son tour le conseiller juridique de la famille Spencer. 72 heures plus tard, le comte Charles Spencer fut informé. Selon des proches de la famille, sa réaction fut une fureur masquée par un calme mesuré. « Ce n'est pas une question de propriété », aurait-il déclaré. « C'est une question de mémoire, c'est une question de vérité. » S'ensuivit une demande officielle d'inspection de tous les documents restants autrefois conservés au nom de Diana. Une demande initialement retardée par le protocole royal jusqu'à ce que la fuite soit révélée à la presse. Ce qui rend ce moment particulièrement explosif n'est pas seulement l'acte destructeur, mais aussi le timing. Il survient alors que la famille royale est de plus en plus scrutée dans le sillage d'une prise de conscience institutionnelle mondiale. Alors que le couronnement du roi Charles est encore récent et que l'image publique de la reine Camilla se refait une beauté après des années de réhabilitation, cette nouvelle menace de réduire à néant des décennies de travail pour restaurer sa réputation. La réaction du public a été vive et viscérale. Les commentaires sous les gros titres ont débordé de colère. Elle a effacé Diana une fois de son vivant et maintenant de nouveau dans sa mort. Pouvait-on lire dans un message qui a récolté plus de 10 000 mentions « j'aime » en quelques heures. Le hashtag Diana méritait mieux. Les commentaires ont été diffusés sur X et Instagram. Même les journalistes qui avaient auparavant défendu la sérénité de Camilla se sont dit choqués par cette révélation. Détruire les mots d'une femme décédée, c'est déclarer la guerre à la mémoire elle-même, a tweeté un ancien biographe royal. Pourtant, au milieu de la tempête, le silence règne au palais. Aucune déclaration officielle n'a été publiée. Clarence House n'a ni confirmé ni démenti ces allégations. Des sources internes murmurent que l'équipe de communication royale est confinée s'efforçant de maîtriser la situation sans attiser un feu qui s'intensifie d'heure en heure. La gestion des dégâts ne fonctionne que si la confiance existe, confiait un ancien attaché de presse sous couvert d'anonymat. Pour l'instant, ils ont perdu cette marge de manœuvre. Le plus déchirant est peut-être le contenu des rares lettres parvenues jusqu'à nous et rendues publiques depuis. L'une d'elles, datée de quelques semaines seulement avant la mort tragique de Diana à Paris, contient cette phrase « Je me demande parfois ce qu'il reste de moi quand on me raconte mon histoire ». Une autre, apparemment écrite pour le 16e anniversaire de Harry, contient ces mots « Sache que l'amour survit à la colère. Choisis toujours le camp qui écoute.
Ce ne sont pas les mots d'une femme vengeresse, mais l'héritage d'une mère qui s'efforce de préserver l'humanité au milieu du vacarme du pouvoir. Si ces lettres représentent vraiment la dernière voix de Diana, le fait de les détruire n'est pas seulement un manque de respect, c'est un effacement. Et pour la reine Camilla, dont l'acceptation a toujours été conditionnelle aux yeux du public, c'est peut-être le moment où le récit prend un tournant irréversible. La femme autrefois perçue comme le calme après la tempête pourrait désormais être perçue comme l'ombre qui se cache derrière. Et la monarchie, longtemps tributaire de symboles de continuité et de guérison, doit désormais composer avec une nouvelle forme de blessure, une blessure qu'aucune cérémonie officielle ni aucun engagement public ne peuvent guérir. La question est désormais combien de lettres restent-ils ? Quelle part de l'histoire de Diana n'a pas été brûlée? Et plus important encore, pourquoi a-t-on tenté de la réduire au silence? À mesure que l'enquête progresse et que de nouvelles voix se font entendre, une vérité s'impose. Diana a peut-être disparu, mais ses paroles restent d'actualité. Et tenter de les étouffer ne ferait que les rendre plus fortes. Ce qui n'était au départ qu'une vague suspicion s'est transformé en véritable scandale lorsque les images ont fait surface. Des caméras de sécurité obligatoires dans les couloirs clés de Clarence House, pour des raisons de préservation et de sécurité, avaient, par inadvertance, filmé le moment où la reine Camilla se penchait au-dessus de l'âtre, une liasse d'enveloppes couleur crème à la main. Bien qu'aucun enregistrement audio direct n'ait été effectué, ces gestes, calculés, précis, manifestement délibérés, laissaient peu de place à l'interprétation. L'horodatage des images authentifiées par les registres de sécurité interne et examinées par un conseiller juridique indiquait qu'il s'agissait d'une soirée de fin mars, une semaine avant un audit interne prévu des fonds des archives royales. La fuite n'a pas été fortuite. Selon des sources au sein de l'unité de sécurité royale, un haut responsable du service des archives, furieux de ce qu'il considérait comme une profanation de l'héritage, a transmis des images fixes de la vidéo à l'équipe juridique de Charles Spencer. En quelques jours, la famille Spencer exigeait des réponses. Lorsque l'affaire est parvenue au bureau du roi, le feu interne faisait déjà rage. Il ne s'agissait plus seulement de lettres perdues, mais de responsabilité de secret et de ce que beaucoup au palais appellent c'est désormais l'affaire des cendres. Camilla aurait craqué en privé face aux preuves. Un assistant l'a décrite comme bouleversée au-delà des mots, affirmant qu'elle n'avait pas eu l'intention de faire du mal, mais avait agi dans un moment de profonde faiblesse personnelle. Selon ce récit, Camilla aurait perçu les lettres, en particulier celles adressées au fils de Diana, comme des mines émotionnelles. Elle craignait que leur publication ne rouvre les blessures que Charles avait passé des décennies à tenter de refermer. Dans son esprit, les détruire n'était pas un acte de méchanceté, mais un acte de confinement. Mais cette logique n'a suscité aucune sympathie. L'opinion publique s'est violemment retournée contre elle. La correspondante royale de la BBC, Jenny Bond, a commenté en direct « Camilla avait presque atteint un seuil de tolérance publique, peut-être même de respect discret. Mais cela a brisé ce pont fragile. » Pendant ce temps, Le Gardien, le comité de rédaction, a publié une chronique cinglante intitulée « La guerre silencieuse de Camilla contre les morts », qui accusait la reine consort de tenter de réécrire l'histoire par le feu. Même à l'international, le scandale a pris de l'ampleur. Aux États-Unis, Anderson Cooper, présentateur de CNN, a consacré un reportage à l'affaire la qualifiant de trahison royale, non pas envers la famille, mais envers la mémoire. En Australie et au Canada, où les monarchies constitutionnelles demeurent en équilibre fragile, la réaction a été encore plus vive. Si la reine consort ne peut protéger la mémoire de la mère d'un futur roi, que représente-t-elle ? S'est interrogé la reine. Le Sydney Morning Herald. Le palais pris au dépourvu s'empressa de réagir. Le silence fut la solution pour limiter les dégâts. Une tactique qui avait déjà fonctionné, mais pas cette fois. Clarence House annula tous les engagements publics de Camilla cette semaine-là, invoquant des conflits d'horaires imprévus. Charles, remarquablement absent du récit, resta à Balmoral dans ce que la presse qualifia de réflexion personnelle. Mais selon des sources internes, il était furieux non seulement contre Camilla, mais aussi contre le discours de plus en plus répandu selon lequel il lui aurait accordé trop de pouvoir sans contrôle ni responsabilité. Le fait que la cheminée en question soit la même que celle où Diana s'était assise lors d'une cérémonie officielle à Clarence House en 1993 n'arrangea rien. Une image de Diana souriant doucement près de ce même foyer refit surface et commença à circuler sur les réseaux sociaux, accompagnée de légendes telles que « Elle réchauffait les cœurs ». Il brûlait à nez ses paroles. Le symbolisme était inéluctable et dévastateur. Au sein de la maison royale, les fractures se creusèrent. Plusieurs hauts fonctionnaires, dont certains comptaient des décennies de service sous la reine Elisabeth II, auraient remis en question le maintien de leurs fonctions. 2 archivistes ont remis leur démission dans la semaine, l'une d'elles contenant la phrase « Je sers la mémoire, pas la monarchie ». Parallèlement, des rumeurs se sont répandues sur la désapprobation croissante de la princesse Anne face à toute cette affaire. Bien qu'elle ne soit pas du genre à commenter publiquement, la réaction privée d'Anne aurait été froide et implacable. Une source proche a déclaré « Elle y a vu une trahison non seulement envers Diana,
mais aussi envers les valeurs de la reine. La disparition de la liste partielle des lettres désormais confirmées aggravait encore les choses. Parmi elles, 3 notes adressées au prince William entre 1993 et 1996, une enveloppe scellée destinée au 18e anniversaire de Harry et un recueil de réflexions rédigé par Diana lors de ses missions humanitaires en Angola et en Bosnie. Ces écrits n'étaient pas politiques, ils étaient personnels, méditatifs, empreints d'une profondeur et d'une douleur qui auraient pu humaniser davantage Diana pour les générations futures. Et maintenant, ils avaient si disparu, cendres dispersées par une main trop soucieuse de préserver le statu quo. Mais pourquoi Camilla prendrait-elle tous les risques? Certains initiés spéculent que la réponse réside dans le timing. La famille royale, déjà sous pression en raison des révélations répétées des Sussex, se préparait à la publication des deuxièmes mémoires de Harry. Des rumeurs indiquaient qu'il pourrait inclure des extraits de la correspondance privée laissée par Diana. Si cela était vrai et si ces lettres contredisaient le récit soigneusement contrôlé du palais, Camilla aurait pu se sentir obligée d'agir de manière préventive. Si tel était le cas, la tentative s'est retournée contre elle de manière catastrophique. En détruisant les lettres, elle n'a pas réduit au silence la voix de Diana, elle l'a amplifiée. Le public ne se demande plus ce que contenaient ces lettres. Il exige de savoir. Des pétitions ont été lancées pour réclamer la publication de tous les documents subsistants. Une archive numérique citoyenne soutenue par le Diana Memorial Fund a déjà commencé à recueillir des témoignages et des scans de toutes les notes précédemment publiées. Le public veut que Diana s'exprime à nouveau, et elle le fera. Car même en l'absence de ses paroles, la réaction révèle une vérité plus profonde. L'héritage de Diana ne se résume pas à ses paroles. Il réside dans la façon dont elle a fait ressentir les gens. Et toute tentative d'effacer cela, que ce soit par le protocole ou par le feu, ne fera que raviver sa mémoire. Alors que les retombées de l'affaire des cendres ensanglantèrent la monarchie, la question qui commençait à dominer les gros titres et les briefings en coulisses n'était plus si Camilla avait détruit les lettres de Diana, c'était qui d'autre le savait. Et plus inquiétant encore qu'il a permis, dans un système fondé sur le secret et la hiérarchie, peu de décisions sont véritablement prises individuellement. Surtout celles qui concernent des documents historiques conservés dans des archives royales surveillées. L'idée que la reine Camilla puisse pénétrer dans la salle d'archives à accès restreint de Clarence House, y retirer une sélection minutieuse de lettres de la princesse Diana et les jeter dans la cheminée, sans être vue ni assistée, atteignait les limites de la crédibilité. Presque immédiatement, l'attention se tourna vers le bureau des archives royales. Autrefois bastion du protocole élisabétain, ce département conservait non seulement la correspondance officielle, mais aussi un vaste fonds de lettres personnelles de journaux royaux et de mémoires privées de chaque monarque depuis la reine Victoria. Dans ces coffres, les derniers écrits de Diana avaient été soigneusement catalogués, conservés dans des chemises sans acide et scellés sur ordre personnel de la reine Élisabeth II. Le règlement était strict accès interdit sans double autorisation, celle du monarque régnant, celle de la famille du défunt. Comment alors ces lettres avaient-elles fini dans l'incendie? La réponse réside peut-être dans un changement suspect intervenu peu après le couronnement de Charles, la réaffectation brutale de l'archiviste principale Elizabeth Rylance, forte de 25 ans d'expérience aux archives et l'une des dernières employées nommées personnellement par la reine Élisabeth II. Fin janvier, Rylance a été mutée à un poste honorifique à Sandringham officiellement en raison d'une restructuration par rotation. Mais des rumeurs au sein de la maison royale révélaient une autre histoire. Elle avait repoussé des demandes d'accès inhabituelles formulées par Clarence House. Dans les semaines qui ont suivi, l'incendie Rylance a présenté sa démission dans son intégralité. Dans une lettre de départ confidentielle, dont des extraits ont ensuite été divulgués, Al Times elle a écrit « Certaines décisions concernant la succession et la voix de la défunte princesse sont prises en contradiction avec les instructions de Sa Majesté. Je ne peux servir un système qui édite sa propre vérité. » Entre-temps, des journaux internes obtenus par des journalistes d'investigation ont montré que la nuit en question, le code de sécurité de la chambre de la collection Diana avait été autorisé par un haut conseiller de la reine Camilla, un certain Rupert Ashford, confident de longue date dont le rôle s'était considérablement accru après l'accession au trône de Charles. Sa signature figurait sur un formulaire de dérogation numérique portant la mention « Reclassification historique urgente ». La piste était claire, quelqu'un au sein de Clarence House avait orchestré l'opération. La commission constitutionnelle du Parlement ayant pris note de l'affaire, la pression s'est intensifiée. Plusieurs députés, tant conservateurs que travaillistes, ont exigé une enquête sur la sauvegarde du patrimoine historique national. Si la voix de Diana peut être réduite au silence grâce à des cours particuliers, a demandé un député lors d'une séance à la Chambre des communes, que cache-t-on encore de la mémoire royale? Simultanément, la surveillance publique s'est intensifiée. Des manifestants se sont rassemblés devant le palais Saint-James, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « On ne peut pas brûler la vérité » et « Diana appartient au peuple ».
Les forums en ligne se sont enflammés de spéculations exigeant que toute numérisation ou transcription des écrits de Diana soit rendue publique. La maison royale, historiquement protégée par des siècles de tradition, se trouvait désormais confrontée à une forme de transparence qu'aucun attaché de presse ne pouvait contenir. Pour gérer la tempête, le roi Charles convoqua ce que les initiés du palais surnommèrent un conseil d'urgence pour l'intégrité. Une réunion de membres de la famille royale et de conseillers de longue date afin d'enquêter sur l'étendue des dégâts. Des sources suggèrent que le prince William et la princesse Anne tenaient absolument à ce que l'enquête soit approfondie et indépendante. Si Charles espérait initialement gérer l'affaire en interne, la méfiance du public l'obligea à un compromis hésitant, la juge à la retraite, Dame Rosamonde Tranchard, fut nommée commissaire spécial chargé de superviser un examen complet des registres d'accès des communications internes et des politiques de conservation des archives royales. Mais aucune enquête n'a pu réparer les dommages plus importants, en particulier ceux causés aux princes William et Harry. Informés de l'incident, les deux fils auraient réagi avec angoisse. William, dont le rôle public exigeait du sang-froid, était, dit-on, calme mais visiblement bouleversé. Un conseiller principal a décrit sa réaction comme un nouveau deuil. Pour Harry, dont les relations avec l'institution étaient depuis longtemps tendues, cet acte a confirmé ses pires craintes. Selon des sources proches des Sussex, Harry aurait exigé de savoir si des lettres qui lui étaient adressées avaient été détruites, notamment celles destinées à être ouvertes le jour de son anniversaire. Aucune réponse ne vint. Le silence, une fois de plus, était assourdissant. Et puis, il y avait la question plus vaste du roi Charles. Bien qu'aucune preuve ne soit apparue le liant directement à la destruction, son absence de condamnation immédiate a laissé les observateurs perplexes. Pourquoi était-il resté silencieux? Pourquoi ne s'était-il pas adressé à la nation ou du moins à ses fils? Selon les courtisans, le roi considérait ce moment comme une affaire familiale privée. Mais pour le public, c'était tout sauf cela. C'était une épreuve morale. Et son hésitation à affronter Camilla alors même que ses actions suscitaient l'indignation nationale commença à éroder ce qui lui restait de crédibilité. La biographe royale Catherine Mayer a résumé le dilemme sur Newsnight de la BBC. Ce n'est pas seulement un scandale. Il s'agit d'une crise constitutionnelle de la mémoire. La monarchie survit grâce au symbole. Et lorsqu'on voit l'une de ses figures centrales détruire le symbole le plus cher de l'émotion royale moderne, la voix de Diana, l'institution elle-même est perçue comme complice. Les défenseurs de Camilla tentèrent d'intervenir. Des alliés de longue date dans la presse affirmèrent que la reine consort avait agi sous l'effet du stress émotionnel. Certains tabloïds évoquèrent des exagérations manipulées par le personnel mécontent du palais. Mais les dégâts furent irréversibles. Pour la première fois depuis son accession à la couronne, la cote de popularité de Camilla passa sous la barre des 25% selon YouGov. Le gros titre, qui la qualifiait autrefois de « reine des écuries », la désigne désormais comme la monarque qui a brûlé la mémoire. En fin de compte, que Camilla ait agi seule ou sous la pression n'a peut-être plus d'importance. La destruction des lettres de Diana, l'un des rares héritages tangibles qu'elle ait laissés, n'était pas seulement un acte contre ses fils. C'était un affront aux millions de personnes qui voient encore Diana comme le cœur humain d'une institution froide. Et maintenant, la monarchie doit répondre à la question qu'elle espérait éviter si même la voix de Diana n'était pas en sécurité qu'il est. Peu importe le faste ou le protocole, quelle que soit la hauteur de la couronne ou l'étendue des couloirs du pouvoir, certaines vérités sont plus profondes que les titres royaux. Pour le prince William et le prince Harry, la découverte que les derniers mots de leur mère avaient été détruits, non par le temps mais par une action humaine délibérée, a rouvert une blessure émotionnelle qu'aucun des deux n'avait vraiment cicatrisée. Ce n'était pas seulement un scandale, c'était personnel, irréparable. Pendant des décennies, les deux frères avaient porté l'héritage de Diana tel un bouclier invisible, parfois à l'unisson, parfois en conflit, mais toujours avec révérence. Son absence les définissait, son souvenir les guidait, et ses écrits surtout, ceux destinés à leurs seuls yeux, avaient toujours été considérés comme sacrés. Alors, lorsqu'on apprit que la reine Camilla avait détruit des lettres manuscrites de Diana elle-même, des lettres destinées à leurs anniversaires, à leurs événements marquants, à leur avenir, la réaction derrière les murs du palais fut, semble-t-il, l'incrédulité, la rage et surtout la trahison. Le prince William, toujours mesuré et toujours soucieux de son devoir, aurait reçu confirmation de l'autodafé de la lettre par l'intermédiaire d'un assistant de confiance. Le Télégraphe, dès qu'on lui a montré des images fixes de la vidéosurveillance de Clarence House, il est resté muet, stupéfait. Il est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Lorsqu'il a parlé, les seuls mots qu'il aurait prononcés ont été « Je veux voir ce qu'il reste ». Sa demande d'accès à ce qui restait de la correspondance personnelle de sa mère se heurta d'abord à une résistance bureaucratique. Protocole calendrier, d'archivage et règles de classification furent invoqués. Mais William n'était pas seulement un fils en deuil, il était le futur roi. En 48 heures, un index numérique sécurisé fut préparé pour son examen privé. Ce qu'il découvrit ne fit qu'aggraver sa douleur. Plus d'une douzaine de lettres
que Diana avait composées entre 1993 et 1997 étaient répertoriées comme manquantes, irrécupérables ou détruites avec le consentement royal. Consentement royal, l'expression résonna comme une gifle. Ceux qui connaissent William disent qu'il n'élève pas souvent la voix. Pourtant, ce jour-là, dans l'intimité de son bureau du palais de Kensington, il l'a fait. Sa fureur rarement vue visait non seulement Camilla, mais aussi l'appareil silencieux qui avait laissé une telle chose se produire sans contrôle. Il convoqua de hauts conseillers du palais et émit une directive: les archives de sa mère ne seraient donc plus secrètes. « C'était ma mère », aurait-il déclaré. Pas une note de bas de page. Pendant ce temps outre-Atlantique, le prince Harry apprit le scandale de manière encore plus brutale par le biais d'alertes médiatiques. Tandis que son équipe de communication s'efforçait de confirmer les détails, Harry se disait bouleversé par les implications. L'idée que des lettres, écrites par Diana, dont certaines faisaient peut-être référence à ses difficultés de jeunesse, à son passage à Eton ou à ses sentiments envers la vie royale, aient été réduites en cendres avant même qu'il ne les ait vues, était, selon ses propres termes, déchirante. Dans une conversation privée divulguée plus tard, à Sunday Times, Jarry a dit à un ami « Ils n'ont pas seulement effacé ces mots, ils ont effacé mon histoire ». Cela a rouvert toutes les fractures non résolues entre Harry et la famille royale. Le silence qu'il avait autrefois laissé derrière lui revenait comme un rugissement à ses oreilles. Dans les jours qui ont suivi, Harry aurait tendu la main à William non pas pour une réconciliation, mais pour l'unité. Les deux frères, divisés par la géographie, l'idéologie et des années d'éloignement profond, ont finalement trouvé un terrain d'entente dans le deuil. Ils se sont entretenus en privé par appel vidéo crypté, sans assistant, sans intermédiaire, juste deux fils pris au dépourvu par le même feu. Une source proche des deux hommes a révélé que s'ils n'avaient pas parlé directement de Camilla, ils étaient d'accord sur un point: ils devaient récupérer, protéger et préserver ce qui restait des paroles de Diana. Ensemble, ils ont autorisé un examen juridique indépendant des archives de Diana, distincte de l'enquête du palais, menée par une équipe d'archivistes d'avocats spécialisés en droit de l'homme et d'experts médico-légaux. Cette décision était sans précédent, témoignant que même en tant que membre de la famille royale, ils ne faisaient plus confiance à l'institution pour préserver la vérité sur leur mère. Le roi Charles, pris entre deux feux, garda le silence en public. Mais en privé, il aurait exhorté Guillaume à éviter toute nouvelle escalade. Selon des sources proches de Balmoral, Charles considérait la situation comme une tragédie d'erreur de jugement, mais résista à toute action publique contre Camilla. Son refus de dénoncer ouvertement l'acte ne fit que l'éloigner davantage de ses deux fils. William, à son tour, commença à limiter ses communications avec Clarence House. Son emploi du temps, autrefois vaguement coordonné avec celui de Camilla pour les cérémonies, fut réorganisé afin de minimiser les chevauchements. Lors d'un gala de charité au début de l'été, tous deux étaient de prévus. William arriva 10 minutes en retard et refusa de partager la scène. Catherine, notamment, portait le bracelet en diamant de Diana, un geste inimitable d'alignement et de mémoire. Quant à Harry, sa réponse fut bien plus directe. Dans une interview accordée à Le New Yorker prévue des mois à l'avance, il a modifié ses réponses préparées pour y inclure un hommage bref mais poignant. « Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces lettres, je ne le saurai jamais. Mais je sais ce qu'elles représentaient et c'est ce que je protégerai toujours. » La réaction du public ne s'est pas fait attendre. Les soutiens aux deux fils ont afflué. Des campagnes en ligne ont exigé une enquête publique sur la destruction. Une coalition de députés a proposé la loi sur la préservation de Diana, un projet de loi symbolique visant à classer toute la correspondance personnelle des personnalités royales décédées comme patrimoine national protégé. Bien que ce projet de loi ait peu de poids juridique, il reflète un appétit croissant pour la transparence au sein d'une institution longtemps gouvernée par le silence. Aux yeux de l'opinion publique, la réputation de Camilla s'affaiblit encore davantage. Mais le coup moral porté à l'autorité de Charles fut peut-être plus grave encore. En soustrayant sa femme à ses responsabilités, il parut déconnecté de la gravité émotionnelle du moment. Et pour William et Harry, cette absence de leadership concrétisa une douloureuse prise de conscience. L'institution dans laquelle ils étaient nés avait une fois de plus failli à protéger leur mère, même dans la mort. Mais ils ne la laisseraient pas tomber. Au nom de Diana, ils ont juré de restaurer ce qui était perdu, de retrouver ce qui pouvait l'être, de publier ce qui devait l'être, de s'assurer que ces mots, aussi rares soient-ils, soient entendus par le monde et non enfouis sous le marbre et le silence. Car la mémoire, comme ils l'ont appris, n'est pas seulement sacrée, c'est une question de survie. Alors que la monarchie s'efforçait de reprendre le contrôle du récit et que le public était sous le poids moral des paroles perdues de Diana, une autre force émergea bien loin des couloirs du palais, mais infiniment plus proche du cœur de Diana, la famille Spencer. Menés par Charles Spencer, frère cadet de Diana et gardien de sa mémoire, les Spencer firent clairement savoir qu'ils ne resteraient pas les bras croisés, tandis que les derniers vestiges de sa voix étaient réduits en cendres. Si le palais ne la défendait pas, il le ferait. Charles Spencer a toujours été une figure discrète mais redoutable de l'histoire royale.
Son éloge funèbre prononcé lors des funérailles de Diana en 1997, où il s'est engagé à protéger ses fils des attentes étouffantes de la vie royale, reste gravé dans la mémoire britannique. Contrairement à beaucoup de membres de la sphère royale, il n'a jamais eu besoin ni cherché l'approbation du palais de Buckingham. Sa loyauté n'a jamais faibli, depuis le jour où il a refusé que Diana soit enterrée sur les terres royales jusqu'aux initiatives privées qu'il a soutenues. En son nom, le 9e comte de Spencer a été le pilier de son héritage. Aujourd'hui, plus de 2 décennies plus tard, cet instinct protecteur s'est ravivé avec force. Peu après la révélation publique de l'incident des lettres brûlées, Spencer retourna à Althorp House, la demeure ancestrale des Spencer et la dernière demeure de Diana. Mais il ne s'agissait pas d'une retraite symbolique. Quelques jours plus tard, une équipe d'archivistes privés et d'historiens du droit fut dépêchée pour éplucher les fonds scellés du domaine Spencer. Ces archives auparavant conservées sous haute sécurité et à l'abri de toute autorité royale contiennent des milliers d'objets de la vie privée de Diana, journaux, lettres, enregistrements, audio, albums, photos et même correspondances juridiques pendant sa séparation d'avec Charles. Ce qui n'était au départ qu'une mesure de protection prit rapidement une dimension plus vaste. Selon des sources proches du domaine, les Spencer ont découvert une cache de lettres que Diana avait copiée et envoyée à son avocat personnel. Nombre d'entre elles faisaient état de ses craintes quant à la possibilité que la monarchie puisse un jour contrôler ce dont on se souvient et ce qui est oublié. Ces lettres, contrairement à celles détruites à Clarence House, avaient été légalement préservées et sont actuellement préparées pour une éventuelle publication publique sous réserve de l'approbation des fils de Diana. Mais les Spencer ne se sont pas arrêtés là. En collaboration avec l'équipe juridique de l'ancien juge de la Haute Cour, Lord Brooke, ils ont déposé une plainte officielle auprès du Royal Archives Trust exigeant un inventaire complet et la restitution de tous les documents restants appartenant à Diana et conservés par la couronne. La plainte faisait état de violation du droit des archives et d'une violation intentionnelle des directives de conservation de feu la reine Élisabeth II. Au même moment, Charles Spencer commençait discrètement à contacter les médias et le Parlement. Bien qu'il n'ait fait aucune déclaration officielle, des journalistes respectés confirmaient que des réunions avaient bien eu lieu. Puis vint le moment que le palais espérait éviter complètement l'implication du Diana Memorial Fund. Considéré autrefois comme inactif, le fonds a depuis été relancé sous une nouvelle direction, ses administrateurs soutenant désormais publiquement l'enquête Spencer. Dans un communiqué de presse conjoint, le fonds a appelé à une enquête complète et indépendante sur le traitement, la classification et la destruction de la propriété intellectuelle de la princesse Diana, soulignant que toute tentative visant à altérer ou à effacer sa voix doit être considérée comme un affront non seulement à sa famille, mais aussi à la nation. La réponse du palais fut immédiate mais prudente. Clarence House publia une note brève et soigneusement rédigée indiquant que Sa Majesté la Reine Consort regrette profondément la détresse causée et coopérerait pleinement à toute enquête interne appropriée. Mais il était trop tard. Le regret sans responsabilité sonnait creux et le public réclamait justice et non des sentiments. À Althorp, les préparatifs d'une nouvelle exposition ont débuté qui présenterait la vie de Diana à travers son propre regard, à travers des lettres, des enregistrements et des objets jusque-là inconnus du public. L'exposition intitulée dans ces mots, dont le lancement est prévu pour la fin de l'année, comprendra des archives numériques accessibles dans le monde entier. La pièce maîtresse, une lettre inédite écrite par Diana en 1995 adressée à William et Sari avec cette phrase « Si le monde m'oublie, que mes mots lui rappellent qui j'étais ». C'est une réponse non seulement à l'incendie, mais aussi au silence qui a suivi. Au Parlement, la famille Spencer a gagné des alliés inattendus. Une coalition multipartite de députés a annoncé la création de la révision du patrimoine de la princesse Diana, un organisme chargé d'évaluer la manière dont l'héritage des personnalités publiques clés est préservé et protégé dans les institutions sous influence royale. Bien que largement symbolique, cette initiative reflète un courant croissant dans la société britannique, le refus de laisser le passé être réécrit par ceux qui en ont le pouvoir. Mais pour Charles Spencer, il ne s'agit pas de politique, c'est une affaire personnelle. Lors d'une cérémonie privée en son honneur à Althorp, il y a quelques semaines, il s'est exprimé à voix basse, entouré de sa famille et de quelques journalistes invités. Diana, s'est-il déclaré, on n'était pas seulement notre sœur. Elle était la conscience de la Grande-Bretagne, sa voix ne se laissait pas contrôler, elle se devait d'être entendue, surtout maintenant. Debout, près de sa tombe dominant l'île où elle repose, il a ajouté une dernière phrase, ils ont brûlé ses lettres. Mais ils n'enterreront jamais sa vérité. Le message était clair, la monarchie porte peut-être la couronne, mais l'histoire de Diana appartient désormais au peuple. Et avec la famille Spencer qui se soulève non pas par vengeance, mais par détermination, le vent a tourné. Car il ne s'agit plus d'un acte de destruction isolé. Il s'agit d'une confrontation entre mémoire et manipulation entre l'histoire et ceux qui tentent de la façonner en silence. Il y a des moments dans l'histoire royale où le scandale laisse des cicatrices.
Et il y en a d'autres rares et irrémédiables où il laisse des cicatrices. Pour la reine Camilla, la destruction des lettres personnelles de Diana a fait plus que déclencher une crise de relations publiques. Elle a remodelé son héritage rouvert de vieilles blessures et jeté une ombre implacable sur l'avenir de la monarchie. Après ce que la presse appelle désormais l'affaire des cendres, la question qui plane sur la nation n'est plus simplement de savoir ce qui s'est passé, mais de savoir si Camilla y survivra. Jusqu'à récemment, l'image publique de Camilla s'était stabilisée. Des années d'engagement public prudent, de reportages médiatiques plus modérés et de soutien du roi Charles l'avaient élevé du statut de l'autre femme dans la tragédie de Diana à celui de reine consort d'une nouvelle ère royale. Mais cet incident a brisé cette perception soigneusement construite. Aux yeux de l'opinion publique, Camilla n'est plus la consort discrète. Elle est celle qui aurait brûlé les derniers jumeaux d'une mère à ses fils. Et aucune diplomatie publique ne saurait effacer ces images désormais ancrées dans la conscience collective. Sondages réalisés par YouGov les semaines qui ont suivi le scandale ont vu une chute vertigineuse de la cote de popularité. La cote de popularité de Camilla a chuté à moins de 22%, son plus bas niveau depuis son mariage avec Charles. Plus accablant encore, 68% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pensaient qu'elle devrait se retirer volontairement de ses fonctions publiques, et près de la moitié ont suggéré qu'elle renonce purement et simplement au titre de reine au profit d'un rôle plus neutre comme celui de princesse consort. Même les fidèles de la famille royale ont exprimé leur malaise. Dans un article d'opinion paru dans Le Times, le chroniqueur conservateur Richard Doyle a écrit « Camilla a failli être pardonnée par la nation ». Mais le pardon n'est pas un chèque en blanc, il se mérite et se conserve par le respect et non par le révisionnisme. Dans l'enceinte du palais, les conséquences ne sont plus nuancées, mais tout aussi graves. Le roi Charles est resté publiquement silencieux, peut-être par amour, peut-être par paralysie. Mais des sources proches de Balmoral confirment que les réunions internes ont été tendues. De hauts conseillers auraient conseillé au roi d'envisager une distanciation symbolique, un terme du palais utilisé pour suggérer de réduire la visibilité de Camilla lors des prochains événements d'État. Le roi serait tiraillé entre loyauté personnelle et crédibilité publique, et craint que toute action entreprise maintenant soit perçue comme une faiblesse, voire pire, une confirmation de culpabilité. Mais il n'a peut-être pas le choix. Des conseillers diplomatiques internationaux ont exprimé des inquiétudes quant à la présence de Camilla lors de visites à l'étranger prévues plus tard cette année, notamment au Canada et en Australie, où l'opinion publique est particulièrement enflammée. Les responsables craignent que sa présence ne déclenche des protestations ou des maladresses diplomatiques, éclipsant ainsi la perception déjà fragile de la monarchie dans les pays du Commonwealth débattant du républicanisme. Encore plus discrètement, la dynamique interne du personnel royal a évolué. Selon un initié qui a parlé anonymement à Sky News, conseiller du palais qualifie désormais l'équipe de Camilla de l'aile brûlée. Une référence non seulement à l'incendie, mais aussi aux conséquences politiques. Plusieurs conseillers de longue date ont demandé à être réaffectés à d'autres maisons royales, notamment celle de la princesse Anne et du prince et de la princesse de Galles. Il ne s'agit pas seulement de mécontentement, mais d'un exode en douceur. Pendant ce temps, les déclarations publiques, ou plutôt l'absence de déclaration, des autres membres de la famille royale sont éloquentes. William et Catherine ont poursuivi leurs échanges avec calme, mais sans mentionner Camilla. Harry, bien que physiquement distant, n'a pas hésité à donner des interviews privées, suggérant un effondrement total de la confiance. Et l'émergence de Charles Spencer comme contrepoids moral au discours du palais a encore davantage isolé Camilla du bouclier protecteur de la tradition. Quelles sont alors ses options ? Démissionner. Ce serait sans précédent et Charles s'y opposerait probablement, dont le règne serait mis à mal par une concession aussi spectaculaire. Garder le silence et endurer possible mais de plus en plus intenable à mesure que la pression monte. Présenter des excuses publiques. C'est du moins une option envisagée. Selon des sources proches du dossier, Camilla a rédigé une déclaration, examinée par des équipes juridiques et de relations publiques, exprimant ses regrets, insistant sur l'absence d'intentions malveillantes et apportant son soutien à l'enquête indépendante lancée par la famille Spencer. Mais la publication de cette déclaration et son caractère suffisant restent incertains. Car au fond, il ne s'agit pas seulement de lettres, il s'agit de mémoire, il s'agit de pouvoir, il s'agit d'avenir. Et cet avenir pourrait bien ne plus inclure la reine Camilla comme visage public de la monarchie. D'ores et déjà, de subtils changements suggèrent que le palais se prépare à toute éventualité. La refonte du site web royal officiel met désormais davantage l'accent sur William et Catherine, la biographie de Camilla étant reléguée plus bas sur la page. Les points de presse ont changé de ton mentionnant la reine consort au passé plus souvent qu'auparavant. Et le bureau des communications royales, autrefois étroitement lié à Clarence House, serait en cours de restructuration pour un alignement générationnel. Tout cela indique que le palais se prépare à un changement.
Pas immédiat, pas annoncé, mais inévitable. Et Camilla, autrefois si proche d'assurer un héritage pacifique en tant que main ferme derrière le trône de Charles, se retrouve maintenant seule au centre d'une tempête de feu qu'elle n'avait peut-être pas l'intention d'allumer, mais qu'elle n'a certainement pas réussi à contenir. La monarchie, malgré toute son histoire, survit grâce à quelque chose de plus fragile que des couronnes ou des carrosses. Elle survit grâce à la confiance. Et une fois que cette confiance est brisée, par le silence, par des secrets ou par le feu, il faudra peut-être plus qu'un couronnement pour la